commencer cette leçon, ce cours, sur une carte qui évoque évidemment la borne donc 1870. Vous pouvez observer que nous irons jusqu'en 1889, bon, qui est certes le centenaire de la Révolution française, mais qui est aussi une année importante concernant le droit des étrangers, le droit aussi des nationaux, puisque c'est l'année de proclamation d'un nouveau code de la nationalité, 1889. J'en parlerai peu aujourd'hui, mais je commencerai par là la fois prochaine, le 13 mai. Alors rentrons donc dans cette guerre de 1870 avec cette carte qui est assez complète, on pourrait y rester déjà un certain temps, mais vous connaissez un petit peu le contexte. Donc vous avez ce royaume de Prusse qui progressivement durant le XIXe siècle s'étend. Alors avant 1870, la bataille précédente importante pour ce royaume de Prusse a été la bataille de Sadowa ou Sadowa en 1866, qui a permis aux Prussiens de prendre un certain nombre de territoires à l'empire d'Autriche-Hongrie. Et puis ensuite, cette volonté d'expansion s'est prolongée, et cette fois-ci, comme vous le savez, au détriment évidemment de la France. Nous y reviendrons. Ce sur quoi je voulais insister aussi, oui, c'est plutôt les flèches là, que vous avez en bas, c'est-à-dire les troupes qui vont participer à ce combat assez rapide de la fin 1870, début 1871. Et là, vous pouvez noter d'emblée, ça fera le lien avec tout ce qu'on a pu dire depuis le début, que vous avez une armée qui est appelée l'armée des Vosges. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Garibaldien. Il est toujours là, Garibaldi, dont on a commencé à parler, rappelez-vous, dans fin des années 1840. Lui luttait à ce moment-là pour l'unification de l'Italie, qui a été obtenue en 1860. Et bien là, Garibaldi va se retrouver à la tête de troupes alors assez disparates, des gardes mobiles, des volontaires internationaux, qui vont venir combattre pour défendre la France de Napoléon III, alors jusqu'au 2 septembre 1870, puisque vous savez que à la suite de la défaite de Sedan, Napoléon III va se livrer aux Prussiens. Le 4 septembre, la République va être proclamée. Au passage, on l'avait dit aussi, Napoléon III se livre aux Prussiens. Bon, il est, on va pas dire emprisonné, mais sous résidence surveillée pendant quelques semaines, et ensuite il s'exile en Angleterre. Pour revenir donc sur les troupes de Garibaldi, ce sont des troupes qui veulent venir défendre la France de Napoléon III parce que, alors que la France de Napoléon III 1849-1850 avait plutôt soutenu le pape, notamment contre les volontés d'unité italienne, en 1859-1860, il avait changé de politique vis-à-vis de l'Italie et il avait aidé à l'unification italienne, ce qui au passage, vous en rappelez sans doute, a permis à la France de récupérer la Savoie et le comté de Nice. Et donc il faut bien avoir en tête là, ce changement de politique de Napoléon III vis-à-vis de l'unification italienne entre ce qui a été fait en 1849-1850 et ce qui a été fait 10 ans plus tard, en 1859-1860. Donc Garibaldi arrive avec ses troupes pour quelque part défendre cette France qui avait aidé à l'unification. Dans ces troupes, il y a des Italiens, mais vous avez aussi des Suisses, vous avez un certain nombre d'Anglais, c'est des troupes très, on va dire, des volontaires internationaux. On peut y ajouter un certain nombre de Suisses aussi. Et ce sont des troupes qui vont combattre assez vaillamment, du côté de Belfort notamment, pour venir en aide à un général sur lequel je vais m'arrêter un peu tout à l'heure, le général Bourbaki, que vous connaissez sans doute. Voilà un premier élément que je voulais vous donner. Regardez la suite de la légende, on voit autres volontaires étrangers, soldats coloniaux, vous avez aussi des tirailleurs, notamment algériens, qu'on retrouve ici pour défendre la France de Napoléon III. Et puis vous avez, alors là c'est très étonnant,
des zouaves pontificaux, c'est-à-dire les troupes normalement qui défendent le pape. Et alors là, vous avez des Italiens garibaldiens et en même temps qui combattent pour la France de Napoléon III puis la France républicaine, des zouaves pontificaux. Alors pourquoi ils se retrouvent là? Pour une raison, on va dire, de solidarité à la fois religieuse et puis un certain nombre de réseaux d'émigration. C'est que en 1870, alors précisément en août 1870, vous avez les dernières troupes de Napoléon III qui quittent Rome, et le roi d'alors, c'est-à-dire Victor Emmanuel II, met une pression forte sur le pape Pie IX pour que Rome devienne capitale de l'Italie, ce qu'il va parvenir à faire. Et vous avez donc une partie de ces zouaves qui se retrouvent à devoir quitter Rome et qui vont donc retrouver à combattre contre les Prussiens luthériens dans le cadre de cette guerre de 1870. Alors, vous avez quand même des choses étonnantes parce qu'ils vont combattre donc sous le drapeau papal à partir de septembre, octobre, novembre 1870 pour la République française. Ils vont même, vous avez des drapeaux avec le Sacré-Cœur et vous avez des personnes qui, on va dire, avant 1870 étaient quand même plutôt anti-républicains qu'on va retrouver là, combattre pour défendre la République proclamée le 4 septembre. Voilà, donc une armée relativement disparate. Et puis, j'insisterai aussi là-dessus, regardez, de la part d'un pays où la Croix-Rouge a été créée en 1863 par Henri Dunant, une aide humanitaire assez importante, puisque j'y reviendrai, mais lorsque le général Bourbaki doit céder Belfort, il arrive quand même en Suisse avec 85 000 soldats pour s'y réfugier. Et donc là, il va y avoir une mobilisation assez forte en Suisse pour accueillir ces soldats français défaits. Bien, on avance un petit peu, et ne soyez pas étonnés, mais c'est une double chronologie, ici, et là vous avez les autres dates. Alors c'est très dense, pourquoi? Parce que ça concerne l'Espagne. L'histoire de l'Espagne politique au XIXe siècle, elle est très complexe. Et je vous parle de l'Espagne pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que le début de la guerre de 1870 entre la France et la Prusse, l'origine, elle vient de l'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous avez en Espagne, alors regardez, nous sommes ici, là, en 1868, vous avez une révolution qui renverse la fameuse reine qui était l'héritière de Ferdinand VII, vous vous souvenez, qui avait donné lieu aux guerres carlistes. Isabelle II est renversée, alors par un groupe de différents généraux, dont le plus, oui, il a été assassiné là, le plus célèbre était le général Prim. Et vous avez donc 6 ans de ce qu'on appelait le Sexenio Democratico, c'est-à-dire 6 ans où vous avez une recherche du régime idéal en Espagne, entre régence, monarchie constitutionnelle, et même un petit temps, même pas une année, de république, la première république espagnole, entre 1873 et 1874. Dans ce complexe cheminement institutionnel du côté espagnol, alors vous avez plusieurs princes qui essayent de reprendre le pouvoir. Vous avez un certain Amédée de Savoie, qui est ici. Et cet Amédée de Savoie, avant qu'il s'empare du pouvoir en 1871, il avait été conçu un autre projet qui était de donner le pouvoir à un membre de la famille des Hohenzollern, Léopold de Hohenzollern. Et là, la France de Napoléon III s'en est sérieusement inquiétée, parce que ça aurait voulu dire que vous auriez une présence allemande de plus en plus offensive, de plus en plus dans une logique d'extension du côté du nord-est, et au sud aussi une présence allemande. Donc il y avait pour Napoléon III, la France de Napoléon III, un risque d'être prise vraiment en étau. De ce fait, j'y reviendrai tout à l'heure avec la fameuse dépêche d'Ems, Napoléon III a mis la pression sur la monarchie prussienne, et sur Guillaume Ier en particulier, pour que Léopold renonce à ce trône.
Et puis, un certain Bismarck a un peu trafiqué le texte initial pour que ça devienne humiliant pour la France de Napoléon III et que la guerre commence, et je reviendrai dans un instant. Je reste un peu sur l'Espagne, parce que, regardez bien, vous avez donc cet épisode où Léopold Hohenzollern donc, doit renoncer au trône, Amédée s'en empare, vous avez la proclamation de la République, et puis vous avez ceci. Mouvement cantonaliste. Là encore, c'est un lien avec la France. Nous allons évidemment parler de la commune. Je vous rappelle, le sujet principal, c'est exil et immigration. Il y a beaucoup de communards, on disait à l'époque communeux, qui ont dû s'exiler, et puis il y en a d'autres qui ont carrément été envoyés au bagne. Hein, on va y revenir aussi. Il y en a aussi qui sont partis en Espagne. Et ils ont eu une certaine influence sur un mouvement qu'on a appelé cantonaliste, qui s'est en particulier développé du côté de Carthagène. Et là, précisément, en 1873, vous avez une république cantonaliste qui s'installe à Carthagène, qui est réprimée, et les personnes qui sont réprimées sont envoyées en Algérie, dans un bateau qui s'appelle le Numancia. Ils y arrivent au début de l'année 1874. Et là où c'est intéressant, c'est qu'arrivé en Algérie, le gouverneur français d'Algérie dit « Bon, qu'est-ce que je fais, moi, de ces Espagnols qui, grosso modo, sont assimilés à des communards est-ce que ce sont des prisonniers de droit commun, sachant que Carthagène était une ville de bagne et que des bagnards avaient profité de la République cantonaliste pour s'enfuir, ou est-ce que ce sont des activistes politiques ?» Retenez bien cette question, parce que cette question va traverser toutes les années 1870-1880. Et alors que dans la période précédente qu'on a pu voir, dans les années 1830-1870, il pouvait y avoir quand même un accueil de tous les activistes politiques possibles, assez généreux. Là, on va commencer à tracer une frontière assez nette entre, quelque part, ceux que l'on considère comme des criminels, parce qu'ils ont utilisé la violence, et donc qui doivent être traités comme des prisonniers de droit commun, et puis ceux qui sont des activistes politiques vertueux. Attention, c'est un point juridique très important, parce que lorsque vous passez une frontière, que vous êtes considéré comme un criminel de droit commun, vous pouvez être extradé. Ce n'est pas le cas si vous êtes un réfugié politique. Donc ces débats vont être, j'y reviendrai, très importants dans les années 1870-1880. Bon, je passe sur l'Espagne parce que vous voyez bien que la situation demanderait quelques heures de cours, mais je voulais vous montrer les liens déjà qu'il peut y avoir entre la France, l'Espagne et puis cette guerre de 1870. Bon, revenons à l'origine concrète, la fameuse dépêche d'Ems. Alors, je pense que vous connaissez cela, mais qu'est-ce qui se passe de manière factuelle, et puis après comment ça a été traduit par Bismarck. Bon, vous avez un diplomate français qui cherche à ce que le prince, il est encore prince à ce moment-là, pas encore empereur, le prince donc Guillaume Ier, s'engage à amener Léopold Hohenzollern à renoncer au trône espagnol. Ce qui est fait, mais bon, l'ambassadeur insiste en disant « Oui, vous le dites là aujourd'hui, mais il faudrait que j'ai une garantie pour l'avenir. » Bon, là, Guillaume Ier dit « Oui, je vais réfléchir », et il le fait savoir par son aide de camp, bon, de manière assez courtoise, assez polie, assez diplomatique. Bismarck, apprenant cela, Bismarck, donc chancelier de la Prusse, équivalent de Premier ministre, qui est dans une logique déjà guerrière, offensive, va utiliser ce petit fait diplomatique pour le transformer en une humiliation pour la France. Humiliation à laquelle Napoléon III sera obligé de répondre. Et donc regardez le texte, alors attention, maintenant on sait tout par rapport à cette affaire. Bismarck, c'est lui-même qui rédige la dépêche,
Il l'envoie, vous savez, aux agences de presse qui existaient déjà, hein, Reuters, Havas, ça existait déjà, en disant voilà ce qu'ils vont communiquer aux journaux. C'est comme ça que ça s'est passé. 13 juillet, après que la nouvelle de la renonciation au prince héritier de Hohenzollern a été officiellement communiquée au gouvernement impérial français par les Espagnols, l'ambassadeur français a encore demandé à Ems, à Sa Majesté le Roi, de l'autoriser à télégraphier à Paris que Sa Majesté le Roi s'engageait à l'avenir à refuser toujours son accord si les Hohenzollern devaient renouveler leur candidature. Alors, c'est là que c'est important. À la suite de cela, Sa Majesté le Roi a refusé de recevoir encore une fois l'ambassadeur français et lui fait dire par l'adjudant de service que Sa Majesté n'avait plus rien d'autre à communiquer à l'ambassadeur. Communiquer ceci à l'étranger. C'est rien, hein, mais adjudant de service, ça a réveillé en France une certaine haine vis-à-vis du peuple allemand, puis bien sûr tout cela a été alimenté par une propagande qui s'est vite, donc à cet été 1870, dirigée vers le conflit. Vous avez très rapidement, ça arrive le 13 juillet, une proclamation de l'empereur Napoléon III qui appelle à se mobiliser, rentrer donc en guerre contre l'Allemagne, vous l'avez ici, et puis les combats vont commencer. Vous signalez quand même que en parallèle de cette mobilisation nationale, vous avez depuis un certain temps en Europe un mouvement internationaliste et pacifiste qui existe à travers l'Association internationale des travailleurs, c'est-à-dire l'Internationale, née en 1864, qui essaye de se mobiliser dès 1869 et puis dans les dernières semaines avant le conflit pour éviter le conflit et appeler en fait tous les ouvriers qui feront partie évidemment des troupes mobilisées à une forme de solidarité, de fraternité internationale, puisque une fois de plus, en tout cas c'est une des premières fois plutôt en termes d'argumentation, mais ce qui est dénoncé, c'est que c'est la guerre du capital. Cette guerre qui est proposée aux ouvriers contre l'Allemagne, l'Association internationale des travailleurs insiste sur le fait que ce n'est pas la guerre des ouvriers. Les ouvriers, ils ont une autre guerre à mener. C'est la révolution, c'est pas la guerre contre les ouvriers allemands. Bon, voilà, un petit point là-dessus. Une carte sur, je vais être assez rapide, mais sur un peu le déroulé des opérations. Bon, la guerre commence à l'été. Le 2 septembre, il y a la grande défaite de Sedan. Donc Napoléon III se livre à Guillaume Ier. 4 septembre 1870, proclamation de la République. Et là, vous avez un gouvernement dans l'urgence, qui se forme avec le général Trochu et Léon Gambetta. On connaît, je pense, le voyage en ballon de Léon Gambetta jusqu'à Tours, où il va réorganiser donc les différentes armées du Nord, qui est dirigée, comme vous pouvez le voir en haut là, par Faidherbe. Voilà. Et l'armée de la Loire, ici Chanzy, et puis le corps des Vosges donc de Garibaldi. Et puis ici, oui, je voulais insister, je vous l'avais annoncé sur l'armée de l'Est, Bourbaki. Alors Bourbaki, pourquoi on le connaît quand même un petit peu ici, c'est qu'il est né à Pau et il est décédé à Bayonne en 1897. Et c'est intéressant parce que c'est le fils d'un colonel grec qui a combattu pour Napoléon Ier et qui ensuite, rappelez-vous des premiers cours, a combattu pour l'indépendance de la Grèce et mort en 1827. Donc le fils, le général Bourbaki, combat pour la France. Il va essayer notamment de défendre Belfort et ils vont tenir un siège pendant une centaine de jours. Belfort va chuter en février 1871. Il va y avoir donc ce flux de réfugiés vers la Suisse. Bon, pour la chronologie fine, je vous rappelle donc que l'essentiel des combats a lieu entre septembre et octobre 1870, c'est déjà quasiment terminé. Il y a la fameuse trahison de Bazaine du côté de Metz, certainement ce nom vous dit quelque chose. Et puis après, on a un premier moment difficile pour les Français, c'est que
Guillaume Ier proclame l'Empire allemand au château de Versailles, dans la Galerie des Glaces, le 18 janvier 1871. Puis, il y a l'armistice, le 28 janvier 1871. Ensuite, sur un plan politique, vous avez l'élection d'une nouvelle assemblée en France qui est monarchiste. Assemblée monarchiste dans une république, c'est le 8 février 1871. Vous savez que c'est Thiers qui va être la personne la plus influente de ce gouvernement qui se forme à la suite de ces élections, Adolphe Thiers. Et puis ensuite, les choses vont assez vite, c'est-à-dire que vous avez le 28 janvier, donc la demande d'armistice, je vous l'ai dit, l'élection le 8, et puis le 10 mai, donc vous avez le traité de Francfort qui sanctionne la fin des combats, mais surtout livre l'Alsace. Alors on dit la Lorraine, mais vous savez que ce n'est pas toute la Lorraine, c'est l'Alsace et la Moselle à la Prusse. Alors dans des conditions sur lesquelles nous reviendrons, puisque vous savez qu'un certain nombre d'Alsaciens mosellans ont pu opter, donc conserver la nationalité française, mais au prix d'un départ de l'Alsace et de la Moselle. Voilà de nouveaux exilés. Bon, donc je reviendrai petit à petit sur cette chronologie, mais là vous avez donc bien cette image des soldats de l'armée du général Bourbaki qui sont accueillis donc en Suisse. Alors, évidemment en photographie posée sur la gauche là, et puis une affiche donc pour on va dire appeler à l'aide financière, mais aussi pour livrer des vêtements, alimentation, etc. Et puis on en arrive donc au cas de l'Alsace et de la Lorraine. Alors, un petit point là-dessus, je voulais, juste pour introduire cette question-là, vous lire un petit passage d'un poète assez nationaliste, Paul Déroulède, concernant cette situation des Alsaciens lorrains. Alors, il écrit ça dans les Nouveaux Chants du Soldat. Voilà ce qu'il dit aux Alsaciens lorrains. Fils du sol gaulois, mis en terre prussienne, étrange exilé, envahi par l'exil. Frères d'Alsace et vous, frères de Lorraine, gardez-nous bien l'amour, gardez-leur bien la haine, vous êtes notre deuil, devenez leur péril. Et donc il y a cette image, il y a deux éléments, moi je pense qu'il faut retenir dans cette citation, c'est l'idée que les Alsaciens, Lorrains ou Mosellans, qui vont rester en Alsace devenue prussienne, Alsace-Lorraine devenue prussienne, sont considérés comme des exilés dans le territoire même qu'ils n'ont pas quitté. C'est bien ce qu'il dit dans envahi par l'exil. Après, la deuxième chose, vous êtes notre deuil, devenez leur péril. On voit là déjà la volonté de revanche qui va s'installer dans la Troisième République, évidemment, tout au long de la fin du XIXe siècle et se concrétiser, bien sûr, en 1914. La question de l'option, pour quand même donner quelques éléments précis. Donc il y a le traité de paix de Francfort donc de mai 1871, il y a un protocole additionnel qui est signé le 11 décembre 1871, qui prévoit donc, alors je me l'étais noté là quelque part, voilà, l'article 2 du traité du 10 mai 1871, écoutez bien les termes, les sujets français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au 1er octobre 1872, donc c'est quand même, on laisse peu de temps, et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente de la faculté, de transporter leur domicile en France et de s'y fixer. Donc ils ont, parce que entre le 10 mai 1871 et puis, on va dire, l'information qui arrive aux populations, ils ont moins d'une année, quelques mois pour prendre cette décision. Et là, il faut se garder des chiffres qui ont été donnés dans un premier temps.
C'est-à-dire que dans la presse française à l'époque, on veut faire croire que la majorité des Alsaciens lorrains ont quitté l'Alsace, ne voulaient pas devenir allemands, voulaient rester français, etc. La réalité des chiffres qu'on connaît maintenant de manière quand même assez précise, c'est que au moment de l'invasion, vous avez 1 600 000 Alsaciens lorrains qui vivent dans les territoires qui vont être occupés par les Prussiens. Il y en a 280 000 qui vont faire cette fameuse déclaration préalable d'option, mais combien vont vraiment aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire quitter le territoire d'Alsace pour pour rester français? 130 000. Donc, 130 000 sur 1 600 000. 8% à peu près. D'accord ? Voilà, ça c'est un élément important. J'avais mis, je crois, Oui, alors, évidemment, c'est une question, je crois, qui avait été posée, alors je ne sais plus si c'était en public ou en aparté après, sur un peu on va dire, la question du genre dans les flux de réfugiés. Là, pour le coup, on a un flux qui est familial. C'est hommes, femmes qui quittent pour les 130 000 et qui partent donc cette Alsace. Il y a un certain nombre de tableaux qui témoignent de ce départ familial, à savoir quand même qu'il y a quand même une surreprésentation notamment des jeunes de 17 à 20 ans, parce qu'ils ne veulent surtout pas faire le service militaire en Prusse. Ça a été démontré sur le plan statistique. Ensuite, où c'est qu'ils s'installent? Un grand classique. Ils s'installent à proximité. Et ça, on l'a vu déjà dans beaucoup de flux de réfugiés. Donc c'est les départements voisins qui vont accueillir les plus fortes densités d'Alsaciens Mosellans qui quittent les territoires occupés par la Prusse. À noter quand même, oui, c'est quelqu'un à qui on a reproché de ne pas être suffisamment français, mais parmi ceux qui partent, il y a une certaine famille Dreyfus qui va s'installer dans le Vaucluse. Bon, donc ici, vous avez une petite idée de là où il s'installe. La catégorie qui parle moins, et c'est souvent ça, ce sont les agriculteurs, parce qu'ils sont attachés à leur terre, à leur exploitation, et parce que contrairement peut-être aux artisans, aux ouvriers, ou aux professions libérales, je viens de dire un mot, qui s'en vont, ils vont avoir un peu plus de mal à retrouver une activité et des terrains. Juste concernant les professions libérales, qui part quand même de manière numériquement assez importante, ce sont les enseignants, et notamment les anciennes universités. Et il va y avoir quelque part une forme de déplacement massif de l'université de Strasbourg vers Nancy. Et alors là, on a une université qui, que ce soit au niveau des enseignants et en partie au niveau des étudiants, va migrer donc vers la capitale, la Meurthe-et-Moselle. Bien. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler aussi des Alsaciens mosellans, Alsaciens lorrains, que l'on a incités à partir en Algérie. Et très tôt. C'est-à-dire que dès le printemps 1871, vous avez des lois qui sont votées. 100 000 hectares de terres sont accordés aux Alsaciens lorrains. Terres qui ont été récupérées sur notamment les révoltés kabyles de mars 1871 menés par un certain Al-Mokrani. On va promettre là aussi aux Alsaciens lorrains un certain nombre de facilités pour les hébergements. On va leur promettre aussi de très bonnes terres. Bon, et il y aura quelques déceptions quand même. Mais au niveau des chiffres, ce qu'on peut voir, regardez, nous avons donc, voilà, tac. Au niveau de la population française présente en Algérie, donc vous voyez en 1876, nous avons à peu près 155 000 personnes et il y a 30 000 Alsaciens lorrains. Attention, c'est 30 000 Alsaciens lorrains en tout, c'est-à-dire qu'il y en a, ils se sont installés bien avant 1871. Donc les calculs là aussi ont été faits. Combien d'Alsaciens lorrains qui ont opté sont partis en Algérie? 6 000.
6 000. Bon, là je vous ai mis un petit texte concernant en fait le rapport d'un ancien préfet à qui on a demandé d'aller voir quelle était la situation des Alsaciens lorrains en Algérie. Bon, mais le rapport n'est pas très engageant, pas très positif, et il demande vraiment au gouvernement français de faire davantage d'efforts pour soutenir notamment le début d'activité agricole de ces populations qui viennent de s'installer en Algérie. Ici, une carte de l'époque avec évidemment les principales zones d'installation qui sont autour des principales agglomérations d'Algérie. Donc Alger évidemment, vous avez aussi autour d'Oran et de Constantine. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers temps, ça changera après, les Alsaciens qui s'installent redonnent en fait au village où ils s'installent des noms qui leur sont familiers. Alors oui, il y a le village de Strasbourg, au sud de Djibeli, au sud-ouest de Béjaïa, vous avez Colmar, et puis là vous avez Belfort. Bon, voilà. Hop. Ici, je voulais vous signaler, alors je retrouvais dans le bouquin de Delphine Dias, je crois, un texte de Guy de Maupassant qui évoque la situation de ces Alsaciens lorrains en Algérie. Là, vous avez le plan aussi qui se trouvait dans les archives départementales de Belfort d'un village donc, où 90% de la population est originaire d'Alsace-Lorraine. Alors regardez ce que dit Guy de Maupassant, ça reprend un peu quand même le rapport que je vous signalais tout à l'heure. Donc il rencontre une dame âgée du côté donc, de Saïda, qui chemine courbée avec un panier, un grand parapluie rouge en guise d'ombrelle. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? En lui parlant, j'apprends qu'elle est alsacienne, arrivée dans le pays avec ses 4 fils après la guerre de 70. Elle me demande alors, vous venez de là-bas? Ce là-bas me serra le cœur. Oui. Et elle se mit à pleurer. Et puis elle me raconta son histoire bien simple. On leur avait promis des terres. Ils étaient venus en Algérie, la mère, veuve et ses enfants. Maintenant, 3 de ses fils étaient morts sous ce climat meurtrier. Il lui en restait un, malade aussi. Leur champ ne leur rapportait rien, bien que grand, car ils n'avaient pas d'eau. Je n'ai jamais rien vu de plus navrant que cette bonne femme d'Alsace jetée sur ce sol de feu, où il ne pousse même pas un chou. Comme elle devait penser à son pays perdu, au pays vert de sa jeunesse, la pauvre vieille. Bon, on retrouve ce type de témoignages assez régulièrement dans les journaux, dans un certain nombre de livres de l'époque. Donc l'installation a pu être difficile. Après, il y a eu des familles aussi qui ont prospéré, des familles issues de cet exil alsacien-lorrain. J'avance parce que le temps passe et j'arrive donc à un petit croisement. C'est que l'épisode de la commune, bon, sur lequel je reviens rapidement, mais je pense que vous connaissez quand même assez bien ce qui s'est passé. Dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, le gouvernement Thiers décide d'aller récupérer les canons de la garde nationale du côté de Montmartre et de Belleville, ce qui déclenche le lendemain donc une réaction de la commune qui avait été élue quelques semaines auparavant, et les combats donc commencent. En tout cas, les manifestations, les mobilisations commencent à Paris et culminent avec ce que l'on a appelé la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Bon, je reviendrai un peu sur les conséquences concrètes, mais c'est entre 10 000 et 17 000 morts du côté des communards. C'est aussi 40 000 arrestations. 25 000 non-lieux à peu près sur ces 40-45 000 arrestations. Et ensuite, il y a des gens qui sont condamnés. Alors, condamnés pour certains à prison, pour d'autres ce qu'on appelle la déportation simple, pour d'autres encore la déportation en enceinte fortifiée. Il y en a aussi qui sont condamnés à l'exécution. Je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, vous avez donc des exilés qui reviennent et des gens qui partent. Alors, Victor Hugo, Napoléon III s'en est allé, donc lui il revient. Et regardez,
cette petite citation, hein, va bandit, ce boulet que dans des temps stoïques, le grand soldat sur qui ton opprobre s'assied, mettait dans les canons de ses mains héroïques, tu le traîneras à ton pied. Et là, c'est vraiment un chassé-croisé d'ailleurs entre Victor Hugo et Napoléon III, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Victor Hugo revient donc des îles anglo-normandes et Napoléon III, lui, s'en va en Angleterre. Par contre, il y a d'autres personnalités quand même bien connues qui s'en vont. Alors là, je voulais vous montrer Jules Vallès pour plusieurs raisons. Jules Vallès, il a publié en 1886 un ouvrage posthume qui s'appelle L'Insurgé, où le personnage principal, qui s'appelle Jacques Ventrat, est quand même très inspiré de son parcours personnel. Jules Vallès, c'est quelqu'un qui s'est engagé très fortement, comme vous le savez, dans cette période de la Commune, et qui va donc à la fin du printemps 1871 se cacher. Alors, il se cache, lui, si je me souviens bien, chez un sculpteur pendant plusieurs semaines. Ensuite, il va suivre le parcours quand même assez classique des communards, c'est-à-dire d'abord la Belgique, et puis pour beaucoup d'entre eux l'Angleterre. Et je reviendrai pourquoi il y a ce cheminement Belgique-Angleterre. Il y a une raison qui tient à l'évolution des législations dans les différents pays d'accueil. Juste un petit mot par rapport vous voyez, à Jules Vallès, dans son roman L'Insurgé, là où il évoque son séjour donc chez alors c'est le sculpteur, j'ai confondu avec une autre personne dont je vais vous parler, c'est Jean-Baptiste Clément, célèbre aussi. Si c'est ça, il était chez un sculpteur, c'est Jean-Baptiste Clément qui était chez un marchand de bois, caché chez un marchand de bois. Alors voilà ce que dit Jules Vallès dans L'Insurgé sur la période où il se cache pour éviter l'arrestation à Paris. Voilà des semaines que j'attends. Du fond de mon trou, une occasion de leur filer entre les doigts. L'heure échapperai-je? Je ne crois pas. Par 2 fois, je me suis trahi. Des voisins ont pu voir sortir ma tête, blême comme celle d'un noyé. Je viens de passer un ruisseau qui est la frontière, ils ne m'auront pas. Ensuite, il continue en disant que je pourrais être avec le peuple encore si le peuple est rejeté dans la rue et acculé dans la bataille. Bon, il se trouve que les combats suivants, il ne pourra pas les mener, mais en tout cas, il continuera, au moins par ses écrits, depuis l'Angleterre, donc à soutenir le mouvement ouvrier. Je vous ai dit un mot de Jean-Baptiste Clément. Alors Jean-Baptiste Clément, bon, auteur bien sûr du Temps des Cerises. Le Temps des Cerises, il faut quand même le savoir, a été écrit en 1866, avant la Commune, mais ensuite c'est devenu un chant symbolique de cette période, puisqu'il l'a dédié à une jeune femme qui est morte sur une barricade du côté de la rue Saint-Maur en 1871. Jean-Baptiste Clément, donc, comme je vous le disais, lui, il s'est caché également, comme Jules Vallès, alors, chez un marchand de bois qui est de Bercy, et il a attendu 75 jours dans l'entrepôt de ce marchand de bois pour pouvoir ensuite quitter la France. Et attention, il faut quand même signaler dans les 2 cas, que ce soit pour Jules Vallès ou Jean-Baptiste Clément, qu'ils ont été condamnés à mort par contumace en 1872. Donc s'ils étaient restés sur le territoire français, ils pouvaient être exécutés, sans doute comme beaucoup, peut-être que cela aurait été commué en peine de prison, mais enfin, en tout cas, ils ont été condamnés à mort l'un et l'autre. Quelques autres peut-être personnalités de ces communes. Avant de les évoquer, je voudrais quand même revenir sur un point très important, c'est que l'exil des communards, comme je vais en parler tout à l'heure, l'exil des juifs venant de Russie, suite à un certain nombre de pogroms, ces 2 exils vont bouleverser l'image du réfugié politique. Je vous l'avais dit déjà pour les juifs, ils ne sont pas considérés comme des vrais réfugiés politiques. Parce qu'en fait, ils ne sont pas engagés pour la République, ils ne sont pas engagés pour la Révolution. Ils sont exclus de Russie parce que
ils sont considérés comme responsables d'un certain nombre de troubles dans la zone de résidence qui leur avait été attribuée dans l'Empire russe du temps d'Alexandre II. Donc c'est pas des réfugiés politiques, on leur dit vous êtes en fait des réfugiés politiques déguisés en immigrés économiques, vous n'avez pas droit à tel et tel subside, vous pouvez pas rester, et c'est pour ça d'ailleurs que, faut le signaler, sur la fin du XIXe siècle, la France accueille peu de juifs, environ 40 000 à 50 000, tandis que vous en avez plus d'1 million qui se dirigent vers les États-Unis. Bon, il y a ce premier point. Ensuite, le deuxième point, concernant les communards, puis les anarchistes, va faire que du côté des États, vous allez avoir une vision des réfugiés politiques qui va progressivement assimiler les personnes qui se déplacent parce qu'ils doivent quitter un pays, parce qu'ils ont réalisé des actes politiques ou qu'ils ont fait des discours qui ne convenaient pas au régime présent, plus comme des criminels. Il va y avoir une criminalisation de l'activité politique. Un des éléments, évidemment, enfin, il y en a plusieurs, mais un des éléments qui explique ça, c'est notamment l'assassinat de l'empereur russe Alexandre II par une organisation qui s'appelle la Volonté du Peuple, proche du marxisme. Et suite à cet assassinat, il va y avoir dans l'Empire russe à la fois une chasse, on va dire, au mouvement ouvrier, socialiste, communiste émergent, et aussi une chasse aux juifs, puisque les pogroms les plus importants concernant les juifs dans l'Empire russe, c'est 1880-82, 1891, et puis 1903-1906, à Kishinev par exemple, c'est assez connu. Donc là, il va y avoir vraiment un basculement qui va se traduire en termes juridiques, c'est-à-dire que vous avez par exemple un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Jules Favre, qui le 26 mai 1871, on est en pleine dans la semaine sanglante, qui réclame à la Belgique, à la Suisse, de ne plus accueillir de communeux, comme on disait, ou de communards. Ce sont des criminels, c'est pas des activistes politiques, ce sont des criminels. S'ils viennent chez vous, il faut les extrader, nous allons les juger. Le seul pays qui va rester extrêmement libéral et qui va même faire une loi en 1869 en disant nous, qu'on nous envoie, enfin, que des criminels politiques viennent, qu'ils aient fait ici. Nous, on accueillera tout le monde. C'est l'Angleterre. Alors après, il y a l'accueil et puis il y a est-ce qu'on aide les gens qui sont arrivés. Bon, là, tout à l'heure, je vous lirai quelques citations. L'Angleterre est ouverte. Par contre, les gens qui arrivent, il faut qu'ils se débrouillent pour survivre. Il n'y a pas de subsides qui sont prévus, etc. Donc c'est libéral dans un sens, mais après, il n'y a pas une solidarité, si vous voulez, qui se traduit en aide financière. J'y reviendrai quand je parlerai de Paul Lafargue là-dessus. Ici, vous avez, regardez, à Genève, donc nous sommes en 1872, le Café du Levant, vous avez un certain nombre de personnages qui sont représentés. Alors, vous voyez que la jante est très masculine, mais il y a eu aussi des femmes qui se sont exilées en Suisse, notamment l'épouse d'ailleurs de celui-ci, Simon Métron, qui s'appelait Victoire Brochet. Bon, il y en a eu d'autres. Ici, le Café de Genève, je vous l'ai montré parce que là, vous avez un personnage qu'on connaît quand même un peu dans le mouvement ouvrier français, Jules Guesde. Jules Guesde. Alors, Jules Guesde n'a pas participé à la Commune à Paris, il était dans l'Hérault à ce moment-là. Par contre, évidemment, dans ses écrits, dans les journaux où il publiait, il a évidemment soutenu le mouvement et pour cette raison-là, il a dû aller quelque temps se réfugier en Suisse. Ensuite, les trois autres. Alors les trois autres, j'aurais pu faire une galerie évidemment de portraits beaucoup plus importante, mais celui-là, je vais commencer par celui-là, ce sera peut-être le plus simple. Simon Métron. Alors le nom Métron, il est quand même connu. Le fameux dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Jean Métron. Eh bien, Simon Métron, c'est son grand-père. Alors juste un point sur qu'est-ce qui est arrivé à Simon Métron. Simon Métron, c'est quelqu'un qui est originaire de la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre, qui est cordonnier. Et en fait, au moment où la guerre s'engage contre la Prusse à la fin de l'été 1870, bien, il s'engage dans l'armée, il combat.
Mais au début de l'année 1871, bon, il a constaté comme tout le monde que la France avait été défaite, et ce qu'il ne veut surtout pas, c'est rester dans cette armée française pour aller combattre les communards. Il ne veut pas de ça. Donc, il décide de déserter et de se réfugier en Suisse, en attendant que ça se calme. Là, en Suisse, donc, il est avec sa première épouse, Madame Brochet, qui décède en Suisse. Il va se remarier, il va avoir au total 5 enfants, et notamment un garçon qui s'appelle Marius Métron, qui sera le père du fameux Jean Métron, donc l'auteur du dictionnaire biographique. Ensuite, quand même, Gustave Courbet. Alors Gustave Courbet, vous savez peut-être pourquoi il a dû partir. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? Parce que ça c'est historiquement quand même assez célèbre. On lui a reproché d'être à l'origine de la destruction de la colonne Vendôme. Il était élu de la commune, dans le 6e arrondissement. Alors il y a beaucoup de discussions d'historiens sur quelle était sa réelle responsabilité, mais bon, en tout cas, il était perçu comme ça. Donc il était menacé évidemment de prison, d'ailleurs il en a fait. Et il est resté un temps en France après une période en prison, mais là où il a eu peur, c'est qu'en 1873, le fameux maréchal MacMahon est devenu président, et il lui a demandé de rembourser au centime près la colonne pour la reconstruire. Bon, il savait très bien qu'il serait incapable de le faire, donc il allait sûrement être de nouveau emprisonné, et il a décidé donc de s'exiler en Suisse. Il meurt en Suisse, donc il s'installe au bout de quelques années au bord du lac Léman. Il meurt en 1877, et à noter quand même que son corps n'est rapatrié en France qu'en 1919. Donc il a fallu quand même un certain temps, et la Première Guerre mondiale, pour que Gustave Courbet revienne du côté d'Ornans. Alors là, ça va vous paraître sans doute étonnant, mais Paul Lafargue, c'est un exemple local. Alors pourquoi? Paul Lafargue, vous connaissez sans doute le droit à la paresse, donc publié fin du 19e siècle, début 20e, je ne me souviens plus très bien. Mais Paul Lafargue, c'est quelqu'un qui s'est marié avec Laura Marx, une des filles de Karl Marx. S'est marié avec Laura Marx en 1868. C'est quelqu'un qui est très engagé dans le mouvement ouvrier, et qui participe à la commune dès le départ. Il lui est demandé d'aller, on va dire, propager les idées communardes à Bordeaux. Sauf que, évidemment, dans le sillage de ce qui s'est passé à Paris, à Bordeaux, la commune est elle aussi donc défaite. Et là, Paul Lafargue décide, il est à Bordeaux, de s'échapper au plus près, c'est-à-dire en Espagne. Et en Espagne, il passe par Bossòst. Vous connaissez, je pense, toutes et tous Bossòst. Mais quand il passe à Bossòst, il se trouve qu'il est avec son épouse, Laura Marx, mais aussi ses sœurs, Jenny et Eleanor Marx, qui l'avaient rejoint à Bordeaux et qui se sont retrouvés pris en fait dans le flux d'exilés par l'Espagne. Alors il se trouve que Paul Lafargue et Laura Marx vont arriver à passer entre les mailles du filet. Par contre, Jenny et Eleanor se font arrêter en Espagne. Bon, évidemment, vous comprenez bien qu'il y a des échanges diplomatiques entre la France et l'Espagne au sujet de ces deux personnalités. Elles sont donc renvoyées en France, du côté de Luchon. Et là, il y a une fouille de leur hôtel, enfin l'hôtel qu'elles avaient utilisé avant de passer la frontière. On y recherche des explosifs, on y recherche des documents compromettants. Bon, rien n'est trouvé. Donc au bout de quelques jours, Jenny et Eleanor Marx peuvent rejoindre leurs parents, qui se trouvent, comme vous le savez bien sûr, en Angleterre. Paul Lafargue, lui, il ne s'arrête pas là. En Espagne, à Madrid, il fonde une section marxiste et il essaye de diffuser le mouvement ouvrier en Espagne. Et puis après, il continue au Portugal. Puis, ensuite, après d'ailleurs s'être rapproché de Jules Guesde, il part en Angleterre. Et alors là, en Angleterre, il rejoint donc la famille Marx. Et à noter quand même que dans cette famille Marx, on a donc Paul Lafargue qui a épousé Laura Marx. Vous avez Jenny Marx qui va
se marier avec un autre communard célèbre qui s'appelle Charles Longuet, et puis la dernière Éléanore qui va passer une dizaine d'années de vie commune avec un autre communard, Prosper Olivier Lissagaray. Vous voyez, il y a vraiment là un rapprochement très fort entre la famille et un certain nombre de communards. Juste un point par rapport à ce que je vous disais sur l'Angleterre. L'Angleterre, on l'a bien compris, accueil inconditionnel, tout le monde peut venir, personne ne sera extradé. Par contre, vous vous débrouillez. Et là, parmi les personnes que je vous ai signalées, il y en a beaucoup qui font des cours de français, dans les lycées, dans les universités. Il y en a qui se lancent, comme Paul Lafargue d'ailleurs, dans la vente d'objets d'art. Bon, tout le monde essaie de se débrouiller selon ses compétences, selon son réseau aussi. Mais en tout cas, regardez ce que dit Jenny Marks en décembre 1871. Il n'y a pas lieu de s'étonner que les Anglais, qui considèrent le fait de mourir de faim comme partie intégrante de leur glorieuse constitution, qui estiment que la liberté de mourir de faim est un privilège dont on peut être fier, ne soient guère impressionnés par l'indicible misère d'étrangers pour lesquels ils n'éprouvent pas la moindre sympathie. Depuis plus de 5 mois, l'Internationale a secouru, ou plus exactement maintenu entre la vie et la mort, la grande masse des exilés. Mais ces ressources sont maintenant épuisées. Bon, ce témoignage est assez percutant et corroboré par d'autres documents d'archives où on signale des exilés qui dorment dans les parcs, sous les ponts, qui ont de très très grandes difficultés à survivre dans cette Angleterre. Petit point quand même au niveau des chiffres, je vous en donnerai tout à l'heure d'autres, mais au niveau des exilés communards, on est en Angleterre environ à 3000 personnes, donc avec des communards à peu près 1200, leurs épouses, les enfants. Ensuite, du côté donc, de la Belgique, on est à peu près à 1500 personnes, et la Suisse, c'est entre 800 et 1000. Et ce sont les pays qui ont accueilli le plus. Donc vous voyez, une fois de plus, j'y reviens, nous sommes sur des effectifs modestes par rapport à ce que nous connaîtrons donc, au XXe siècle, avec là des départs beaucoup plus massifs. Bien, on poursuit. Oui, alors là c'est une ressource dont je vous ai déjà parlé, qui est exceptionnelle, le travail de Jean-Claude Farcy, qui est décédé donc, en 2020, qui a fait donc, un travail archivistique monumental pour créer des bases de données. Bases de données qui concernent donc, rappelez-vous, ceux qui ont été donc arrêtés, condamnés à la suite des journées de juin 1848, on en a déjà parlé, suite aussi au coup d'État du 2 décembre 1851 de celui qui était encore Louis-Napoléon Bonaparte, et puis sa base de données sur les communards, assez étonnante par sa précision, par aussi la facilité de navigation pour retrouver tel ou tel communard. Donc là, qu'est-ce qu'il a établi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire 40 000 arrestations, 25 000 donc non-lieux ou arrêt de poursuite, et puis après donc 10 000 personnes condamnées vraiment avec un procès et 3 000 par contumace. Sur les personnes condamnées, pour les peines les plus graves, donc il y a 93 personnes qui sont condamnées à mort, vous en avez 250 à peu près qui sont condamnées aux travaux forcés. Ensuite, vous en avez un millier dans ce qu'on appelle donc la déportation simple, et puis après, près de donc, 2000, plus de 2000, la déportation en enceinte fortifiée. C'est l'inverse, excusez-moi, un millier en enceinte fortifiée et un peu plus de 2000 en déportation simple. Voilà pour les chiffres. Alors, pour ce qui concerne donc cette déportation, transportation, vous vous rappelez de la subtilité de la fois dernière. Quelles sont les décisions? Alors les décisions, elles sont rapides. D'ailleurs, respectent un droit assez particulier, c'est que les premiers communards qui sont envoyés, vous savez où, en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, le sont dès février 1872, alors que le décret qui établit que les communards qui doivent être déportés
le sera en Nouvelle-Calédonie être publié en mars. Donc là, vous savez, on dit que normalement, il n'y a pas de clause rétroactive. Bon, là, pour le coup, pour les communards, on l'a fait. Et donc, vous avez ces premiers départs. Alors, quel est le parcours de ces communards ? Bon, la plupart sont évidemment, dans un premier temps, emprisonnés dans un certain nombre de sites parisiens, banlieues parisiennes, et puis après, ils sont envoyés sur des pontons ou dans des ports du Grand Ouest. Fort Boyard, par exemple, le fameux Fort Boyard a pu servir de prison pour des communards. Vous avez aussi Cherbourg, d'autres lieux comme ça, Brest évidemment. Et puis après, une fois que la décision va être prise d'envoi en Nouvelle-Calédonie, toutes ces personnes vont être donc envoyées à Toulon. Et de Toulon, il va y avoir un départ vers la Nouvelle-Calédonie. Alors ça concerne précisément entre ceux qui sont passés quand même entre les mailles du filet, puis ceux qui sont morts entre la décision, le procès et puis l'envoi. Concrètement, en Nouvelle-Calédonie, c'est 4000. 4000, il y en a 400 qui y perdent la vie pour différentes raisons. Bien, on avance un peu. Bon, évidemment, ce sont des colonies hyper surveillées, colonies pénitentiaires. Il y a plusieurs endroits, la presqu'île du Caux. Il y a différents territoires où l'on trouve donc ces communards qui sont affectés la plupart du temps à des travaux agricoles. Voilà, et là j'arrive vraiment à un moment qui m'a, quand j'ai fait mes recherches, surpris. C'est que là, vous voyez, les trois types de prisonniers, donc de détenus sur ces îles néo-calédoniennes. Vous avez donc un communard, vous avez un prisonnier de droit commun néo-calédonien, et puis vous avez un kabyle. Alors là, il faut quand même comprendre ce qui s'est passé. Alors, premier point. Lorsque vous avez la commune parisienne, donc à partir de mars 1871 jusqu'à la semaine sanglante de mai 1871. Alger, et puis dans d'autres grandes agglomérations d'Algérie, il va y avoir des mouvements communards qui vont un peu par mimétisme tenter de réaliser ce qui se passait à Paris. Ceci dit, les historiens qui ont bien travaillé sur ces mouvements-là disent attention, ce que veulent en fait surtout les communards d'Algérie, qui sont à 99% des Européens, c'est surtout avoir une forme d'autonomie plus grande vis-à-vis du pouvoir métropolitain. Il y a des revendications d'égalité qu'on va retrouver dans la commune de Paris qui sont très modestes. Il y a par contre une volonté de conserver la supériorité dans le statut vis-à-vis ceux qui sont appelés les indigènes musulmans. Donc c'est une commune qui a des caractéristiques très différentes de ce qui se passe à Paris. Premier point. Deuxième point. Le 18 mars 1871 commence à Paris la commune. Le 16 mars, 2 jours avant, une grande révolte commence en Kabylie, menée, je vous l'ai dit, par Al-Mokrani. C'est l'une des 3 grandes révoltes de l'Algérie, après celle d'Abdelkader et avant, évidemment, la Toussaint Rouge, la guerre d'indépendance de 1950. Donc là, vous avez un moment qui est important en Algérie sur ces deux plans-là. La révolte kabyle est réprimée et une centaine de Kabyles vont être déportés en Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça que l'on retrouve en fait des communards parisiens avec des révoltés kabyles contre la présence française en Algérie. Autre chose sur cette situation en Nouvelle-Calédonie. La présence des communards en Nouvelle-Calédonie va se prolonger jusqu'en 1880.
puisque vous allez avoir en 1879 une première amnistie partielle, et en 1880, 11 juillet 1880, amnistie totale des communards qui vont donc pouvoir revenir. Mais entre-temps, c'était intéressant je pense de le dire, il y a eu une révolte en Nouvelle-Calédonie du peuple kanak. Et là on pourrait se dire, étant donné quand même les valeurs des communards, en tout cas ce qu'ils avaient véhiculé pendant la période de la commune, il y aurait pu avoir une forme de solidarité entre le peuple kanak et les communards présents dans les différentes colonies pénitentiaires. Ça n'a pas été du tout le cas, ça a même été l'inverse. La seule qui a montré, ça a peut-être été un peu exagéré selon un certain nombre d'historiens, une forme de sympathie vis-à-vis du mouvement kanak, c'est Louise Michel. Mais après, je vais vous en donner quelques exemples, on est plutôt dans une forme d'opposition, voire même il y a des combats. Les communards vont être utilisés pour combattre cette révolte kanak. Alors d'autant plus que les premières victimes françaises de la révolte kanak sont des communards, 3 communards. Donc évidemment ça va déclencher chez les communards qui sont là une volonté de vengeance. Et vous allez avoir des gens comme Jean Allemann, par exemple, qui est important dans la naissance du mouvement ouvrier en France, mais aussi un certain Charles Amouroux, qui vont se placer à la tête de troupes constituées d'anciens communards pour aller réprimer cette révolte kanak. À noter d'ailleurs, je m'ai été mis là sur quelques documents, c'est que Jean Allemann va qualifier ces Kanaks d'être primitifs, de sauvages, de cannibales. Et c'est une ironie de l'histoire, il y en a souvent, mais le même Jean Allemann, en 1935, c'est l'un de ses derniers discours, il est à Saint-Denis, il y a une exposition sur la commune, musée de Saint-Denis, 1935, et il prononce cette phrase « Vive l'humanité unique pour la justice universelle ». Et il a fait partie donc des communards qui ont réprimé la révolte kanak. Vous avez d'autres personnages qui se sont engagés dans cette répression, Charles Amouroux, Henri Rochefort aussi. Donc là, il y a quelque chose, je pense, historiquement d'intéressant aussi à approfondir. Bon, le retour 1879 pour une partie justement, alors c'est ça qui est intéressant, c'est la première amnistie partielle, elle est surtout destinée à récompenser les communards qui se sont engagés le plus fortement dans la répression des Kanaks en 1878, dont Charles Amouroux en fait partie, Rochefort en fait partie, etc. Louise Michel, le retour de 1879, elle n'en veut pas. Elle attendra l'amnistie générale de 1880 pour revenir sur le territoire français. Bien, j'avance un petit peu. Voilà, parce que faut pas les oublier, les carlistes. Alors, pourquoi faut pas oublier les carlistes? Rappelez-vous, les carlistes, 3 grands moments d'arrivée en France, 1833-1840, nous l'avons vu, 46-49, et on arrive à la dernière période, 1872-1876. Vous vous rappelez de la chronologie illisible de tout à l'heure, il y a des troubles autour des années 1870 en Espagne, et comme on a du mal évidemment à on va dire instituer de manière durable un régime en Espagne, les carlistes se disent c'est peut-être encore le moment d'essayer quelque chose. Donc il va y avoir un certain nombre de combats, et toujours de la même manière que dans les guerres précédentes, il va y avoir une espèce d'internationale blanche. Tout à l'heure je parlais de l'AIT, l'internationale rouge, bien en parallèle il y a une internationale blanche, royaliste, légitimiste, ultra-conservatrice, qui est toujours là. N'oubliez pas qu'en France, le comte de Chambord, entre 1871 et 1873, il essaye de revenir au pouvoir. Il y a une assemblée monarchiste qui a été élue
Hein. Donc là, en Espagne, il y a toujours cette volonté-là. Ils ont des appuis en France. À Tarbes, il y a des trafiquants de chevaux qui envoient des chevaux pour le mouvement carliste. Bon, il y a un certain nombre de régions qui sont particulièrement concernées. On l'avait dit, c'est quand même le Grand Ouest, donc l'ancien territoire de la chouannerie qui est particulièrement concerné par ce soutien aux carlistes. Mais évidemment, comme on est dans un département frontalier, on a des archives locales sur cette question carliste. Alors là, je me suis permis donc de vous proposer un document qui date de 1875. C'est donc le sous-préfet, le maire de Gavarnie, je crois, qui s'adresse au sous-préfet d'Argelès et qui lui dit simplement j'ai l'honneur de vous adresser 6 juin un état montant de 269 francs 10 centimes des dépenses faites par monsieur le maire de Gavarnie 28 et 29 octobre dernier à l'occasion de l'entrée en France des derniers réfugiés carlistes. Et donc c'est des frais d'hébergement, d'alimentation, de transport aussi. Et alors de transport, pas forcément de transport des personnes, mais c'est que dès que les carlistes entraient sur le territoire, on subtilisait les armes, et les armes étaient envoyées à Tarbes, dans des entrepôts, puis après redistribuées. Donc il y avait aussi cette question de comment et qui paye le transport de ces armes qui arrivent à Tarbes. Bon, voilà un document local. Après ici, c'est quand même pas très loin, vous avez une affaire qui est intéressante et qui montre les connexions qui pouvaient exister entre le territoire français et cette Espagne carliste. Vous avez en fait en 1874 ce qu'on appelait l'affaire de Socoa, c'est-à-dire que les carlistes sont battus du côté de Bilbao et ils ont les dernières positions qu'ils ont dans le nord de l'Espagne, oui, c'est là, les Acas, ici, non loin de la Bidasoa, là, des sources de la Bidasoa, et donc pour accéder à ces hôpitaux qu'ils ont ici, en venant de Bilbao, ils n'ont qu'un accès possible, c'est passer d'abord par la mer et arriver en France, puis après, arriver vers ces hôpitaux. Donc comme il y a des soutiens en France, eh bien, ils vont s'installer, ils vont être accueillis, ils sont 400 à peu près, au Pays Basque. Alors, il y a des soutiens, mais il y en a qui ne veulent pas entendre parler des carlistes. Alors, il y a notamment le maire de Saint-Jean-de-Luz de l'époque, qui s'appelle Barjonnet, qui dit « Moi, pas un carliste chez moi ». Donc, il va y avoir d'autres maires qui vont être plus conciliants. Vous allez avoir aussi tout simplement des nobles français, notamment au château d'Urteby, qui vont accueillir, il y a une madame Daguerre aussi du côté de Bayonne, qui vont accueillir les carlistes. Et après quelques semaines en fait, de soins et puis d'hébergement dans ce Pays basque français, ils vont rejoindre peu à peu les hôpitaux qu'ils conservaient dans le nord de la France. Donc il y a une vraie connexion qu'on ne devine pas toujours entre ces carlistes et l'ouest et le sud-ouest de la France. Juste, ça me fait penser là, cette zone, je pense que vous avez déjà visité le château d'Antoine d'Abadie, en Daille, le château d'Abadia. Eh bien, il y a un lien entre le château d'Abadia et la commune. Est-ce que vous le connaissez? Alors, il se trouve que vous avez un certain Alphonse Daudet qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Turco de la commune. Alors, les Turcos, à l'époque, c'est de manière, on amalgame un peu des gens qui viennent du Maghreb, qui viennent de Turquie, du Levant. Quand ils combattent dans les troupes françaises, on dit ce sont les Turcos. Bon, il se trouve que Alphonse Daudet va s'inspirer d'une personnalité qui a vécu aux côtés d'Antoine d'Abadie, qui n'était pas du tout un Turc ni un Maghrébin, mais qui était quelqu'un qui s'appelait Abdullah, qui venait d'Abyssinie. Antoine d'Abadie, c'est quelqu'un, un géographe, grand explorateur, à qui, dans les années, ça remontait à loin, dans les années 1840, un prince d'Abyssinie avait donné en cadeau un enfant de 8 ans. Cet Abdullah a grandi. Dans le roman de Daudet, il en fait quelqu'un qui est complètement naïf, on va dire, qui ne comprend pas ce qui se passe en France, mais qui va quand même s'engager dans l'armée française, qui, suite à la défaite, se retrouve dans les rues de Paris et
il est embarqué par les communards et il finit par être tué lors de la semaine sanglante. La réalité, c'est qu'en fait, cet Abdullah, qui est un personnage réel, a effectivement combattu pour la France, s'est retrouvé à Paris, mais s'est engagé volontairement dans la commune, et effectivement a été tué. Et donc Antoine Dabadi était entre guillemets son père adoptif. Bon, je ferme la parenthèse et j'arrive donc ici. Alors ça c'est le maire de, je crois que c'est de Luce, je ne sais plus très bien. Ah non, c'est le sous-préfet. C'est le sous-préfet. Ah non, c'est le maire de Gavarnie, excusez-moi. Le maire de Gavarnie, regardez ce qu'il écrit en 1875 au préfet. Me trouvant dans un moment critique et sans ordre de votre part, j'agis avec toute la prudence qu'exige une pareille position, mais comme je tiens à ne m'attirer aucun blâme, je désirerais, monsieur le préfet, que vous voulussiez bien ne pas faire comme vos prédécesseurs, en pareille circonstance, me laisser sans instruction sur une ligne de conduite à suivre. Vous voyez, le maire Gavarnie, il en a assez, il ne sait plus quoi faire face à l'arrivée des carlistes, et il demande, parce que c'est intéressant en fait, c'est de montrer que face au carlisme, on est, attention, dans une république qui est en train de s'installer, on est en 1875, vous savez que la république s'installe vraiment durablement à partir de 1877, un certain nombre de lois qui vont l'enraciner. Donc il y a le régime républicain vacille lui-même sur notre territoire, et donc du côté de la France, on est un peu embêté parce qu'on veut à la fois vis-à-vis de l'Espagne être toujours dans la position d'accueil qui est la tradition depuis les années 1830, mais on ne veut pas aussi qu'il y ait trop de carlistes qui rentrent, ce qui pourrait donner des idées au comte de Chambord pour pouvoir mettre en place son régime monarchiste. Donc, il y a une position d'équilibriste où on essaye quand même de limiter au maximum les flux et surtout, une fois que les gens sont rentrés, les inciter à repartir le plus vite possible. Bien. Bon, là, vous avez un petit document sur l'arrivée des carlistes. Donc là, c'est la fin, en 1876. Après, c'est terminé, il n'y a plus de guerre carliste. Le dernier Don Carlos, donc le numéro 7, va vivre en France quelque temps, puis après il va s'exiler en Italie. D'ailleurs, vous l'avez là, il est sur la droite, avec la grande barbe. Sur la gauche, celui qui va essayer de prolonger le mouvement carliste qui s'appelle Don Jaime, c'est son fils. Et là, quand même, à signaler, oui, je vous ai mis un petit document d'archives qui date de 1913. Je dépasse un peu la chronologie de ce cours, mais je voulais vous signaler quand même que Don Jaime, en 1913, il est à Lourdes. Il est à Lourdes parce qu'on exhume un général carliste qui s'appelle Cristani. Et en plus, on l'exhume au moment où il y a un pèlerinage important de catholiques espagnols sur Lourdes. Et donc, ça va être, si vous voulez, un épisode où, quelque part, l'exhumation, le transfert du corps vont donner lieu à de grandes manifestations carlistes. Et à noter que celui qui en fait le récit dans la petite Gironde, c'est pour ça que je le connaissais déjà un peu d'avant, c'est un résistant important, Pierre Dumas, qui était à l'origine du mouvement combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc il y a des liens entre les différentes périodes. Je passe ici sur la situation donc en France au niveau, on va dire, plus global, parce qu'il y a des modifications qui expliquent quand même un certain nombre de décisions politiques prises à la fin des années 1880, et ça fera le lien évidemment avec le cours suivant. Regardez ici, vous avez un histogramme qui témoigne donc de la présence étrangère en France, qui évidemment est ici en 1851, année du premier recensement, très modeste, 1% de la population. À cette époque en France, il y a entre 35 et 37 millions d'habitants. On voit que ce sont les Belges qui sont les plus majoritairement représentés, suivis des Italiens. Les Belges, évidemment, largement présents dans le nord de la France, dans les zones frontalières. Au fur et à mesure de l'exploitation des mines de charbon, ils vont en être évidemment largement les ouvriers. Et puis après, regardez au niveau des origines,
On a les Allemands qui deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure, les Allemands qui vont s'installer plutôt dans les villes, plutôt dans le secteur tertiaire. Et puis après, les Italiens, alors les Italiens, je vais en dire un mot, installés plutôt dans le sud-est, et notamment à Marseille. Ce qui va donner parfois quelques confrontations assez violentes. A noter quand même que le million d'étrangers donc, est dépassé au recensement de 1881. Et alors là, ne soyez pas étonnés, vous voyez ici, il y a comme une espèce de décrue. Alors une décrue qui est certes liée à ce qu'on voit là, c'est-à-dire que 1873-1896, on est dans une phase de dépression économique, et donc évidemment, comme à tout moment de dépression économique, on évite de laisser les frontières ouvertes, et vous avez à ce moment-là un autre fait qui explique la décrue, c'est qu'il y a le code de la nationalité de 1889, et vous avez plein de personnes considérées comme étrangères là, qui deviennent françaises. Et donc vous avez cette décrue ici. Donc là, effectivement, vous allez voir entre 1873 et 1929 c'est trop loin, mais 1873 et 1889, l'émergence d'un certain nombre de lois restrictives vis-à-vis des étrangers. Ça commence en 1888 avec la loi sur la déclaration obligatoire de résidence, et puis ça va se poursuivre après, et puis vous verrez qu'un certain nombre de mouvements politiques férocement xénophobes, nationalistes, antisémites vont prospérer à ce moment-là, dans les années 1870-1880, je vais en dire un mot dans un instant. Marseille. Alors, voilà un petit le recensement des activités professionnelles italiennes en 1881 et un petit article sur Rix sanglante. Alors, vous connaissez tous, j'en dirai un mot la fois prochaine, les massacres d'Aigues-Mortes, 1893. Mais à Marseille, en 1881, intervient ce qu'on appelle les vêpres marseillaises, par référence aux vêpres siciliennes. 1282, Charles III d'Anjou et les Français qui sont boutés de Sicile pour y mettre Pierre III d'Aragon avec des massacres de Français. Là, ce qui se passe, c'est que le protectorat sur la Tunisie a fait perdre aux Italiens leur présence donc, sur ce territoire. Ça a été sanctionné par le traité du Bardo 12 mai 1881. Les troupes qui ont obtenu ce protectorat reviennent à Marseille. Elles sont saluées par les vivas de la foule, mais il y a un club italien où, dit-on, il y aurait eu quelques sifflets qui seraient partis. Et donc là, il y a une partie de la population marseillaise qui va se déchaîner contre les Italiens. Alors à la fois ceux qui sortaient de ce club, mais après tous ceux qui étaient dans la ville. Ça va donner lieu à plusieurs jours de violence. Et d'après ce que l'on sait, au moins 3 morts et plusieurs dizaines de blessés. Bon, je passe rapidement là-dessus, mais j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Alors là, vous avez des éléments sur la situation à Marseille. Vous voyez, on parle de nervis, les nervis qui viennent s'attaquer aux Italiens sur le port de Marseille et dénoncer évidemment la concurrence entre ouvriers, ouvriers nationaux, ouvriers italiens, mais du côté de la frontière belge, on retrouve les mêmes arguments. Et lors du massacre d'Aigues-Mortes, ce sera un des éléments qui sera soulevé. Regardez ce que je vous disais sur les tensions vis-à-vis de la figure de l'étranger qui est peu à peu construite à ce moment-là. Un député radical de l'Ain qui propose en 1883 une taxe sur les étrangers. Il est une taxe qui ne léserait ni l'agriculture ni l'industrie. Elle rétablirait l'égalité dans les conditions de la lutte pour l'existence, rompue au détriment des ouvriers français, par l'invasion des ouvriers allemands et italiens, s'offrant à bas prix. Notre territoire semble être devenu le refuge des gens louches de tous les pays. L'humanité consisterait-elle par hasard dans l'abandon de sa propre défense? Que la patrie nous soit d'abord sacrée, que la préoccupation de sa sécurité domine toutes nos préoccupations. Bien, et puis là on arrive évidemment dans les secteurs les plus extrêmes de la société de l'époque. Donc vous avez, je vous l'ai dit en parallèle, en Russie, un empereur Alexandre II qui est assassiné.
des violences qui en résultent vis-à-vis de la population juive, qui n'avait absolument rien à voir avec l'assassinat, mais c'était pas la première fois que les populations juives étaient réprimées suite à un événement politique ou naturel. Rappelez-vous le séisme de Lisbonne, par exemple, Voltaire, etc. Bon. Donc voilà, vous avez une phase de pogrom, une phase d'arrivée de juifs modestement en France, et évidemment un certain nombre de leaders politiques et de partis qui vont quelque part désigner les juifs comme les responsables des difficultés économiques qui existent en France à ce moment-là. Avec, vous allez le voir avec une petite citation là, que je vais vous proposer, une forme de synthèse entre trois types d'antisémitisme. L'antijudaïsme religieux classique faisant des juifs les responsables de la mort du Christ. Ensuite, le deuxième antisémitisme faisant des juifs les maîtres du grand capital, les complotistes qui gouvernent le monde. Et puis le troisième qui est le racial, c'est-à-dire faire des juifs non pas une race inférieure, mais une race parasite, capable d'aller donc vicier le sang des races pures. Donc il y a cette espèce de synthèse qui est réalisée notamment par Édouard Drumont. Édouard Drumont, rédacteur de la France juive, qui est un best-seller en 1886. C'est aussi quelqu'un qui va créer donc un journal férocement antisémite qui va s'appeler La Libre Parole. Et en Algérie, en 1898, il est élu député, et au sein de l'Assemblée nationale, il crée un parti anti-juif. Mais c'est libellé comme ça, 1898. On est quand même... L'affaire Dreyfus n'est pas tout à fait finie, là, puisque Dreyfus est définitivement innocenté, réhabilité en 1906. Regardez, je suppose que vous n'avez jamais lu La France juive, un petit extrait quand même de ce que pouvait écrire Édouard Drumont dans ce livre. Le juif ne sera jamais l'égal d'un homme de race chrétienne. Il existe une race chrétienne, il faut le savoir. Il rampe à vos genoux ou il vous écrase sous son talon. Il est dessous ou dessus, jamais à côté. Les sémites n'ont aucun homme de génie de la taille de Dante, de Shakespeare, de Victor Hugo, de Raphaël, de Michel-Ange, de Newton. L'homme de génie est un être supérieur qui donne quelque chose à l'humanité. Or, l'essence même du juif est de ne rien donner. En art, ils n'ont créé aucune œuvre maîtresse. Ils n'admettent que ce qui se vend. Et puis, on arrive plutôt sur l'aspect, si vous voulez, racial. Le juif est sujet à toutes les maladies qui indiquent la corruption du sang. L'escrophale, le scorbut, la gale, le flux. Presque tous les juifs polonais ont la gale et le disent et le transmettent aux juifs français, qui eux sont élégants et bien vêtus, auxquels nous serrons la main, mais ils l'ont aussi, mais ne le disent pas. Bon, c'est pas très bien écrit ce passage. Par contre, regardez ce qu'il dit. Le juif sans mauvais, un relent qui indique la race et qui les aide à se reconnaître entre eux. Bon, voilà la France juive, Édouard Drumont. Bon, je passe ensuite sur un certain nombre d'autres documents, mais je voudrais quand même en dire un petit mot. Il me reste 2 minutes de toute façon. Et puis selon le document qui vous a été donné, il m'en reste même, je crois... Ah non, j'ai dépassé, c'était à l'écart, je croyais que c'était à moins l'écart. Donc il me reste 2 minutes. Vous signalez 2 choses. Première chose, la question de la concurrence entre les ouvriers nationaux et étrangers est aussi un thème d'une partie de la gauche de l'époque, qui, par certains aspects, est parfois xénophobe. Et c'est quelque chose qui va se prolonger jusque dans les années 30. Vous avez des membres de la CGT, des membres du Parti communiste dans les années 30 qui vont dénoncer aussi l'ouvrier étranger. Et là, on entre dans la complexité. Par ailleurs, une partie de la gauche est aussi peu amène vis-à-vis des Juifs. Dans les années 1880. Un certain Proudhon, par exemple, et un certain Jaurès, jusqu'en 1897, où il opère son retournement vis-à-vis de l'affaire Dreyfus. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut avoir en tête. Je ne voudrais pas oublier un certain général Boulanger, 1886, ministre de l'Intérieur.
Pourquoi il est important pour la suite, ce que nous allons faire les fois suivantes, du carnet B. Le carnet A, le recensement des étrangers en âge de combattre. Carnet B, recensement des Français et des étrangers suspects d'antimilitarisme, d'être traître à la nation, etc., etc. Carnet B, dont on va se poser la question en 14 de l'utiliser ou pas, pour aller emprisonner tous les potentiels fauteurs de troubles au moment du début de la guerre. Et puis je voudrais terminer avec, regardez, comme on va commencer là-dessus la fois prochaine, une affiche pour les élections législatives de 1889, où vous avez un certain Villette qui s'affirme comme candidat antisémite. C'est clairement dit dans son affiche, et donc les juifs ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, etc., etc. Et regardez bien ici, le judaïsme, voilà l'ennemi. Évidemment, quand on voit, on est en 1889, l'affaire Dreyfus commence en 1892, on comprend bien qu'il y avait un terreau là, prêt évidemment à être anti-Dreyfusard. Hein. Il était déjà là. Bien, allez, j'en reste là pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à la fois prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.